Ce soir, nous sommes là. Nous sommes revenus avec l'affaire du Congo. Certaines personnes m'ont envoyé des messages en disant « Vous êtes trop devenus politiques. » Mais nous sommes obligés d'y rester un peu politique parce que les actualités imposent cela. Mais je vous promets que le week-end prochain, nous serons sur la science. Nous aurons un plateau aussi de scientifiques, de médecins, de chercheurs qui seront là le vendredi prochain. Ce soir, nous allons commencer par un sujet. Nous avions découvert l'arrestation de M. Willy Bakonga, qui fut ministre de l'enseignement primaire et secondaire. Ce monsieur est sorti du gouvernement de Ilou Kamba, mais avec à son actif des dossiers en souffrance. Il a été arrêté à Brazzaville. Sur son sac ou bien son attaché-caisse, on a découvert une somme de 2 millions de dollars. Et c'est notre introduction de ce soir. Je m'en vais vous présenter les personnes qui sont nos invités de ce soir. Nous allons commencer par notre chère maman, qui, elle est toujours fidèle au perchoir. Maman Bintou, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à J'espère que tous. ce soir, Bonsoir à toutes. nous aurons la grâce de vous avoir durant toute l'émission. Je l'espère bien, merci. Je vous laisse vous présenter pendant quelques secondes qui vous êtes pour que les téléspectateurs ou les internautes du perchoir puissent vous connaître, ceux qui ne vous connaissent pas, Madame Bintou. Merci beaucoup. Moi, c'est Madame Bintou Moulongo. Je suis présidente du Haut Conseil des Congolais de France et d'Europe, mais aussi je représente un parti politique en Europe, l'ARSEN veut dire Alliance pour la République pour une conscience nationale, avec Monsieur Justin Bitakuira, bien sûr. Merci à vous, Madame Bintou. Nous allons à Kinshasa. Pour ceux qui ne connaissent pas M. Steb, je vais lui laisser quelques secondes de se présenter. Bonsoir, M. Steb. Bonsoir, M. Didier Imondo. Un plaisir de vous rejoindre justement sur cette plateforme pour échanger, bien entendu. Moi, c'est Steve Bonseni JP. Je suis économiste de formation avec une carrière bancaire en actif autour de moi. Et j'évolue justement sur le plan politique dans un grand parti politique dénommé Arsène. Voilà. Merci. Nous allons vers M. Toussaint Toupila. Bonsoir, M. Toussaint Toupila. Dites-nous qui vous êtes. Bonsoir, Ngondo. Bonsoir à tous les co-débatteurs de ce soir. Bonsoir aux internautes également. Je suis M. Toussaint Toupila. Je suis stagiaire expert comptable. J'évolue en France. Merci Toussaint. Voilà. Bonsoir, Monsieur Tim. Bonsoir. Alors, moi, je m'appelle Timothée Tsekin Salabat. Je suis avocat au barreau de Kinshasa, Gombe. En France, je suis doctorant en droit public à l'Université Paris-Nanterre. Je soutiens une thèse, je prépare une thèse de droit public sur les droits des contrats publics en République démocratique du Congo. Merci à vous, M. Tim. C'est un plaisir de vous rencontrer tous. Bonsoir, M. Bruno Kalonda. Oui, bonsoir, chers amis. Moi, je suis Bruno Kalonda. Je suis économiste et de formation. Et je suis cofondateur de l'ECID, l'engagement pour la citoyenneté et le développement, que dirige le président Martin Fayoulou. Et je suis représentant du parti en Suisse actuellement, donc secrétaire actif de l'ECID en Suisse. Merci. Bonsoir, je crois que les connaissances sont faites. Chacun de nous sait qui est l'autre. Nous allons commencer par l'introduction. Vous avez tous suivi l'arrestation ou l'annonce de l'arrestation de M. Willy Bakonga, j'arriverai à prononcer ce nom,
parce que sinon, m'a laissé un peu un goût amer en écoutant notre soi-disant intellectuel, si on peut l'appeler ainsi, un député sur quoi, s'est promené avec une somme de 2 millions de dollars. Madame Bintou, quel effet ça vous fait en écoutant cela, Madame Bintou? C'est vraiment triste, hein? C'est difficile de digérer de telles situations quand on se rend compte qu'on est en 2021 déjà, 60 ans après notre indépendance en RDC, et qu'on ait des autorités au niveau de hautes fonctions dans notre pays qui gèrent le pays et avoir de telles attitudes. Pour moi, c'est purement du sabotage. C'est du sabotage d'un pays voulu par un noyau de personnes qui veulent donc prendre le Congo en otage et surtout le plan. Ils oublient que en agissant ainsi, c'est tout un pays qui part à sa tombe, quoi, tu vois. Aujourd'hui, quelqu'un qui a occupé de telles fonctions, qui ne sait pas faire une transaction bancaire, même pour lui-même, c'est quand même ridicule et honteux. Donc pour moi, je me dis, ils doivent avoir un problème. Et ces problèmes-là, je crois, on va essayer de les décrypter aujourd'hui, de les diagnostiquer et d'arriver à des pistes et des solutions que chacun de nous peut commencer à y réfléchir. Mais vraiment, moi, ça m'a rendu ridicule vis-à-vis des autres pays. Le Congo n'est pas un pays isolé. Il faut qu'on commence à réaliser que le monde aujourd'hui, c'est un tout. Donc, quand un ministre agit de cette façon-là, c'est toute une population qui l'expose. Et pour moi, c'est du sabotage de notre gouvernement. Et j'aimerais bien que la justice fasse vraiment son travail. Que la justice fasse son travail d'après Maman Bintou. Nous allons à Kinshasa, M. JP, qu'est-ce que vous en pensez de cette arrestation? Effectivement, donc, belle question. Écoutez, je suis tellement sidéré justement par une telle situation. Arrivé à ce niveau-là, un ministre ne peut pas se comporter de la sorte. Et ça, justement, ça relève le débat justement sur la qualité de probité morale par rapport aux personnes justement qui devraient occuper ces hautes fonctions. Parce qu'on n'apprécie pas cette due diligence n'est pas fait en avance justement pour essayer justement de comprendre qui nous prenons justement à ce poste-là, qui nous mettons justement à ce poste-là, parce que c'est des projections. Madame Bintou a relevé un point important justement ici sur la qualité justement de différents intervenants. Alors, quand je reviens sur le système bancaire, par exemple, on ne peut pas comprendre à l'heure actuelle qu'un ministre ou un DG quelque part peut se promener à libre sein comme ça avec de grosses sommes d'argent. Ça relève justement un grand problème que nous avons ici et que nous décrions depuis longtemps sur le problème de la digitalisation justement du système bancaire. Et puis, je relève aussi ce problème-là aussi que la justice devrait déjà, en outre, je parle pas par exemple du cas de l'IGF, la justice devait justement amorcer justement de politiques d'audit. Je pense que les juristes qui sont là vont me compléter justement dans ce sens-là pour des enquêtes d'audit pour savoir effectivement qu'en est-il de la situation. Vous savez, on risque encore, j'interpelle justement la communauté en ce moment, on risque encore de retomber dans la vous m'excusez le terme, parce que les ministres entrant, est-ce qu'on a eu à faire justement une diligence par rapport à eux, sur la qualité, sur la probité morale, sur l'éthique justement qu'ils peuvent avoir, parce que c'est une situation honteuse que nous avons connue ici à Kinshasa, qu'un ministre arrive à ce niveau-là et se trouve justement dans des conditions de flagrance qui jettent l'opprobre justement sur le gouvernement entier, justement aussi sur l'avenir du pays. Voilà, il jette l'opprobre. Monsieur de l'SID, Monsieur Bruno Kalonda, que pensez-vous de la situation du côté de l'SID, cher Martin Fayoulou? Que dites-vous de cela? Merci beaucoup pour la parole. Moi, c'est un constat que j'ai fait, c'est un constat de tristesse. Pourquoi je dis de tristesse? C'est parce que
maintenant, il y a une continuité de la Kabylie qui continue. Donc, le ministre Bakonga travaille dans un système. Moi, je pense, en travaillant dans un système, on continue. Mais c'est Bakonga, est-ce que tous les ministres, en entrant dans le gouvernement, ils ont pu déclarer chacun ce bien? Ça, c'est la première des questions. Ça, c'est la première des questions. Normalement, chaque ministre, en entrant dans le gouvernement, devait faire la déclaration de ses biens. Est-ce que M. Bakonga, dans le gouvernement sortant de M. Ilukamba, ils avaient fait ça? C'est vrai, j'ai dit, c'est la continuité de la Kabylie. Nous souhaiтерons faire les choses autrement. De deux, est que on a arrêté, M. Bakonga serait aux arrêts à Brazzaville. Les deux, monsieur, c'est qui, le dossier de Bakonga contre le monsieur de la Sécopé, là. Les deux sont aux arrêts à Kinshasa, mais on élève le vice-ministre au rang de ministre maintenant. Est-ce que le vice-ministre, là, lui, est propre par rapport aux trois autres qu'on va arrêter, et donc les deux qu'on a arrêtés, puis c'est Bakonga. Voilà, ça c'est des questions que M. Bruno a s'est posées. Moi, je reviendrai vers vous tout à l'heure. M. Tim, l'avocat, que pensez-vous de cela, vous qui défendez même l'indéfendable? Merci beaucoup, monsieur le sénateur, pour la parole. Bon, les avocats ne défendent pas l'indéfendable, les avocats défendent le droit, mais l'avocat est libre d'accepter une cause quand il estime ou de la refuser lorsqu'il estime que cette cause-là est manifestement contraire à la morale ou à l'éthique ou aux critères que lui se donne par rapport aux causes qu'il peut défendre. Alors, effectivement, les collègues ont déjà tout dit au sujet de M. Bakonga. Ce qui s'est passé vraiment triste pour notre pays, qu'un ministre à ce niveau-là, responsable du pays, puisse se promener avec de mal d'argent, des millions de dollars. Mais tout ceci montre tout simplement la légèreté avec laquelle notre pays est géré. La justice ne fait pas son travail. La justice congolaise a reçu les rapports de l'inspection générale des finances sur le cas de M. Bakonga. Mais jusqu'à présent, la justice n'a rien fait. C'est comme le cas aujourd'hui du général, comment s'appelle le général qui est en fuite aujourd'hui au Mozambique. Le général Numbi. Mais tout le monde sait, ici à John Numbi, les rapports ont été faits, tout et tout, mais on les laisse partir. Après qu'il est parti, maintenant on commence à lancer des poursuites. C'est vraiment un problème au niveau du fonctionnement de nos institutions. Donc, le gouvernement ou le président de la République doit mettre en place des mécanismes qu'on puisse mettre fin à l'impunité. Ce qui se passe est vraiment inacceptable. Déjà, vous pouvez voir comment comprendre aujourd'hui, par exemple, la longueur de la transition. Les ministres qui sont en affaires courantes, mais ce gouvernement est en affaires courantes depuis combien de temps? Ce n'est pas possible. Quand un gouvernement est nommé, l'ancien gouvernement part. Mais chez nous, on fait toujours les choses d'une manière vraiment ancienne. Je ne sais même pas dans quel pays on se trouve, dans quel monde. Il y a l'ancien gouvernement, il y a le nouveau gouvernement. Les choses continuent à fonctionner dans un flou total et personne ne s'en étonne, personne ne s'en indigne. On trouve ça normal. C'est vraiment incroyable. Donc tout cela crée l'imbroglio, crée l'insécurité. Au niveau des juges, je ne sais pas, les magistrats du parquet, pourquoi ils ne font rien. Franchement, c'est triste. Franchement, c'est triste. C'est écœurant. Il n'y a pas d'autre mot. C'est écœurant. D'accord, la justice doit faire son travail. Je m'en vais vers M. Jean-Léon Mopia, notre Canadien, le politologue. Bonsoir, Jean-Léon. Bonsoir. Tu as suivi comme moi la situation au Congo-Brazzaville, l'arrestation de M. Willy. Que penses-tu de cela? Bon, ce que je souhaiterais, c'est que l'on mette du sérieux, puisque son nom il a été cité dans les enquêtes menées par l'IGF, c'est-à-dire l'Inspection générale des finances, par rapport à des sommes d'argent qui ont été affectées pour financer l'opération gratuité de l'enseignement. Donc,
Ça, c'est une suite logique, puisqu'il a été, il y a une présomption, bien sûr, il pourrait jouir d'une présomption d'innocence, mais son nom a été vivement cité, donc que la justice s'occupe du cas et tout ce qui serait potentiellement associé dans ces détournements de fonds, eh bien, ils doivent connaître la sévérité de la loi et surtout qu'ils ne jouissent pas des mesures de grâce présidentielle comme ceux qui ont détourné ailleurs dans d'autres cas ont quelques mois après bénéficié des grâces présidentielles sans pour autant retourner les sommes qu'ils avaient détournées. Donc, ce sont les choses dont on se plaint jusque-là. Merci, ce sont des choses qu'on se plaint jusque-là. Monsieur Toussaint Toupila, l'économiste du Perchoir, bonsoir. Ça fait mal des montants comme ça, des chiffres comme ça qui disparaissent, que toi tu aimerais gérer pour ton pays, pour ton peuple. Que dit cela? Écoutez, M. Didier Mbondo, c'est tragique. C'est tragique parce que 2 millions de dollars, c'est pas rien, parce qu'avec 2 millions de dollars, on peut déjà construire beaucoup d'écoles. Nous avons vu il y a quelques semaines une école nommée Willy Konga dans les Mbandaka ou dans le Haut-Équateur, quelque chose comme ça. Et dans quelle situation cette école se retrouvait. Mais entre-temps, M. Bakonga avait 2 millions dans ses poches et chez lui, il thésaurisait, disons, 2 millions de dollars. C'est incroyable. Comme disait Steve tantôt, il y a un problème de probité morale de notre classe politique, mais pas que de notre classe politique, en fait, un problème de probité morale de tous les Congolais. Mais il y a aussi un problème de comment dans un pays aujourd'hui en 21e siècle, comment l'argent peut circuler comme ça? C'est incroyable. Vous savez, nous sommes à l'étranger, vous êtes en Suisse, et donc imaginez quelqu'un qui se promène avec 2 millions de francs suisses. Mais ça serait scandaleux. Comment ça se fait? C'est-à-dire, ça c'est parce que l'État n'a pas su organiser, n'a pas su digitaliser les circuits bancaires, les systèmes bancaires, et toutes sont des conséquences, parce que des gens vont à la banque centrale se servir en espèces, donc ils ont les dollars cash, et ils viennent avec ces dollars, ils les mettent à la maison. Nous voyons, regardez quand nous voyons des concerts des musiciens, quelqu'un sortir 1000 dollars de ses poches en train de faire une démonstration de force dans des spectacles, tout ça, c'est incroyable. Ça ne peut pas exister. On ne peut pas avoir 20 000 dollars comme ça. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Parce que dans des banques aujourd'hui, il y a même des montants, il y a même des limites. Je n'ai pas sous le contrôle du banquier qui est là. Il y a des montants limites de retrait. On ne peut pas les retirer, je sais pas moi, 2 millions d'euros comme ça, 2 millions de dollars. C'est incroyable. C'est incroyable pour notre pays. Je pense que notre pays a beaucoup à faire. Notre pays a beaucoup à faire. J'ai reçu un message d'une dame qui habite en Italie, celle qui a été élevée au rang d'héros, Madame Yvette Yanzengue, qui m'a dit tout simplement, elle était il y a 3 mois à Kinshasa et elle a visité l'hôpital d'Ndjili où on manquait même ce qu'elle appelle saturomètre qui coûte 25 euros. Imaginez-vous, 25 euros, dans tout l'hôpital, il n'y en avait pas. Les toilettes étaient dans un état de salubrité totale. Même monsieur Willy Bakonga se promène avec 2 millions de dollars. Alors que Ndjili, tout près de chez lui, un saturomètre de 25 euros manquait dans un centre hospitalier. Allez-y comprendre. En tout cas, nous interpellons le gouvernement congolais en notre qualité de la diaspora vraiment compétente, j'ai dit, nous interpellons le président, nous interpellons le Premier ministre et le nouveau Premier ministre, vraiment que la justice veille sur ces dossiers. Ce monsieur il mérite la prison, il doit y rester vraiment pour longtemps, pour servir des leçons. Et ça, c'est une demande du Perchoir. Si les faits sont avérés, le monsieur doit rester vraiment pour longtemps et pour longtemps de sa vie. Nous allons penser
au dossier qui nous a amenés ce soir sur ce plateau, les aveux de notre aîné, si on peut l'appeler ainsi, M. Albert Youma. Il a dit ceci, que les sous-sols, moi je dis ça en résumé, j'ai dit ça en résumé, parce que j'ai suivi la vidéo, j'ai lu la vidéo, que les sous-sols congolais, en fait, ça n'appartenait plus aux Congolais. Ça a été hypothéqué. Ça, c'est mes termes à moi. J'en prends l'engagement, j'assume. Et ce soir, j'ai voulu, entre deux, balancer l'équilibre entre les économistes et les politiques et un homme de droit qui est là, pour voir comment est-ce que nous sommes arrivés là, pourquoi est-ce que nous sommes arrivés là. Et à la fin, tirer une conclusion du perchoir. J'aimerais que, à la régie, qu'on me ramène M. Toussaint Toupila, parce qu'avec lui, nous avions essayé de développer une pensée du perchoir. Monsieur Toussaint, si tu peux revenir sur le plateau, ou bien la même question sera aussi posée à M. JP, les deux économistes que j'ai en face de moi, M. Bruno aussi. J'aimerais que vous me définissiez, M. JP, quand est-ce qu'un pays est cité à être en faillite. Je commence par M. Toussaint Toupila. Merci, M. Didier Imbondo. Au fait, le terme des faillites, c'est plutôt un terme généralement utilisé parce que ça suit, il y a un autre terme qui va suivre qu'on appelle liquidation. Mais un pays plutôt est en position ou en état des défauts de paiement. Vous voyez? Donc, des défauts de paiement qu'on dit qu'il tombe en faillite. C'est-à-dire, lorsqu'un pays n'arrive plus à rembourser ses dettes, que ce soit partiellement ou intégralement, de manière intégrale ou partielle. Donc, un pays qui n'arrive pas à rembourser ses dettes, c'est M. Mbondo, que dans un pays, vous avez deux types de dettes. Vous avez des dettes qui sont intérieures, vous avez des dettes extérieures. Mais peu importe la dette, lorsqu'un pays n'arrive pas à rembourser ses dettes, et franchement, il est dans cet état, enfin, bon, il approche cet état d'un pays qui est en faillite. On a connu beaucoup de pays comme ça, en Europe par exemple. Vous savez que la Norvège était dans cet état il y a longtemps. Il y a la Grèce tout récemment qui a frôlé également de tomber en faillite. Voilà. Au fait, lorsque vous avez un pays qui a une dette, comme la France par exemple, il y a même des politiques en France qui disent que la France est au bord de la faillite, effectivement, parce que la dette que la France a pèse tellement. Nous sommes aujourd'hui à presque 100%, à presque 200% du PIB, ce qui fait que, on commence à dire que la France approche effectivement cet état des défauts de paiement. Voilà, ça c'est les explications. De manière vraiment résumée. En résumé, M. Toupila, nous allons à Kinshasa, M. JP. La même question. Alors d'accord, bonne question. Écoutez, il faut d'abord comprendre le contexte dans lequel, pour justement donner une bonne réponse afin d'avoir une meilleure appréciation, une vue d'ensemble. Comprendre le contexte économique en soi. Alors, il faudrait expliquer que la République démocratique du Congo a connu de belles performances économiques en 2019, où nous avons eu un taux de croissance autour de 4,4%, 4,5%. Donc, ce qui fait dire que nous avons été sur justement une pente qui nous emmenait justement vers une bonne prospérité. Alors, il se fait qu'il y a un problème. Il y a un problème que nous avons connu au cours du parcours économique. C'est justement le problème de la pandémie de Covid-19 qui a frappé le monde entier, justement, et a conduit justement au ralentissement de l'économie congolaise. Et je vous informe qu'en 2020, justement, que l'économie congolaise a connu une contraction négative de sa croissance économique autour de moins 1%, moins 1,5%. Alors, nous avons assisté à travers le monde comment est-ce que les décideurs du monde ont appliqué des politiques de confinement. Qui dit politique de confinement, qui dit politique de restriction de mouvements, restriction de transactions. Alors,
Alors, vous savez bien que notre économie, c'est une économie extravertie, tournée essentiellement vers l'extérieur. C'est ce qui fait que justement, le fait que nous n'étions pas en contact avec l'extérieur du monde, c'est ce qui a fait que nous avons justement un problème de rentrée de devises. Comme j'ai dit que notre économie est basée réellement sur les minéraux, l'achat des minéraux. Alors, il s'est fait qu'on nous avait le problème de devises justement pour faire face à des problèmes cruciaux ici. Et du coup, le pays s'est justement retrouvé dans ce problème de défaut de paiement. Bon, à un moment, début 2021, nous avons recouru justement à nos partenaires traditionnels, entre autres le Fonds monétaire international, qui justement nous a apporté des appuis budgétaires autour de 450 millions ou 460 millions de dollars justement pour nous permettre de sécuriser le système de santé, de sécuriser le système économique et de pouvoir peut-être relancer l'économie. Mais il faudra aussi comprendre qu'il y a un autre aléa qui entre dans notre analyse, c'est justement le problème politique. Avec la crise politique, justement, fait en sorte que le pays n'arrive pas bien à décoller et que nous avons justement des problèmes, comme vous l'avez dit, de problèmes de défaut de paiement. Et vous avez bien épinglé ça, monsieur Didier, en disant que le fait que le gouvernement soit installé aussi tardivement, ça ralentit justement les réponses que nous pourrons avoir dans ce sens-là. Donc je pense que le défaut de paiement vient entre autres pour deux raisons principales. Le problème de Covid-19 et puis le problème politique que nous connaissons au niveau interne. Merci, monsieur Djipi. Maintenant, nous allons vers monsieur Bruno Kalonda, comme ça nous finissons avec les économistes. Monsieur Bruno, quand est-ce qu'un État peut être en faillite? Bon, on dit un État est en cessation des paiements. C'est ça le langage qu'on utilise pour quand on parlait d'un pays, cessation des paiements. C'est-à-dire que l'État n'arrive plus à honorer les engagements vis-à-vis de tiers ou vis-à-vis de ses créanciers. Cela arrive lorsque le pays ne produit plus, ou bien le balance des paiements n'arrive plus à honorer les engagements. C'est-à-dire que dans le cas du Congo, lors de passation du pouvoir entre le pouvoir sortant, il fallait qu'on fasse un état de lieu. C'est ce qui a manqué, parce qu'ils ont fait une passation de pouvoir, j'ai dit correctement, parce que l'actuel n'avait pas fait l'état des lieux. Qu'est-ce qu'il avait trouvé dans le caisse de l'État? Comment aller décoller? Tout de suite, dès qu'il prend le pouvoir, il lance le projet de 100 jours. Or, sachant qu'il n'avait pas suffisamment de quoi soutenir le projet, ils ont pu prendre dans les réserves de l'État. Or, les réserves de l'État servent à équilibrer le marché quand il y a nécessité. Pas prendre ça pour plaisir ou pour redistribuer comme le gouvernement, c'est ce qu'il avait pu faire. Donc, c'est-à-dire qu'en prenant un peu, en puisant dans le réserve de l'État, c'est là qui a fait que non, l'État n'arrive plus à suivre parce que les recettes de l'État ne suivent plus. Normalement, le Congo devait vivre de ressources minières. Or, comme vous venez de le dire là, que non, tout a été bradé. Maintenant, l'État congolais vit que de la douane et de la contribution des impôts. Or, la douane, comme il n'y a plus beaucoup d'importations, parce que les gens n'arrivent plus à consommer, les gens ne consomment pas, il n'y a pas beaucoup de consommation, il n'y a pas beaucoup d'importations non plus. Donc, la douane ne donne plus vraiment nécessairement de l'argent que l'État a besoin. Je me suis en train de demander comment est-ce que, avec quels moyens, parce que j'ai lu un peu déjà le programme du gouvernement, je ne sais pas quelle magie va faire, lui, le gouvernement qui prétend être le warrior, avec quels moyens, avec quelles ressources ils vont pouvoir tenir et exécuter le programme qu'ils ont conçu. Nous allons revenir là-dessus, M. Bruno Kalonda. Je veux maintenant poser une question aux politiques. Madame Bintou et M. Jean Léon. J'aimerais que vous soyez clairs vis-à-vis de nous, simple Congolais, qui demandons tout simplement à comprendre ce qui s'est passé réellement dans un passé proche. Madame Bintou, qu'est-ce que vous avez fait de nos terres, vous politiques? Je suis sérieux, Madame Bintou, parce que cela a un sens un peu énervant. Vous savez, vous pouvez habiter une maison et qu'on vous dit un jour, là où vous habitez, ça ne vous appartient pas, alors que vous, dans votre subconscient, vous avez les documents qui attestent que cela vous appartient. Et un jour, vous vous réveillez le matin, on vous dit que la maison ne vous appartient pas parce que votre fils a hypothéqué votre maison ou a vendu votre maison à votre insu.
Monsieur l'avocat, soyez prêt pour nous donner des références vraiment constitutionnelles. Madame Bintou, qu'est-ce que vous nous avez fait, vous les politiques? C'est vraiment triste, hein? C'est vraiment triste cette situation parce que les politiques ont laissé faire. On laissait faire ces hold-up s'organiser depuis le sous-sol du pays, sa faune, sa flore, ses terres, sa population, tout est hypothéqué et les politiques ne font que pratiquer le système de l'égoïsme. Tant que le politique, il est satisfait chez lui, c'est-à-dire sa femme et ses enfants et son clan sont servis dans les réserves de la nation, pour lui, tout va bien. Et j'étais quand même sidéré un peu de voir ce petit maquillage de nos politiques, de nos économistes qui nous faisaient croire que tout allait bien en 2020. Mais moi, j'avais une position contraire parce que je pèse bien mes mots quand je dis hold up, hein, parce que les ressources minières de la RDC, par exemple, qu'on soit plus du tout propriétaire de nos biens, volontairement par là, c'est-à-dire que les politiques font le choix d'enrichir toute autre personne extérieure de la RDC plutôt que de servir des richesses de la RDC pour sa population. Pour moi, j'appelle ça vraiment, j'ai même pas un mot pour le dire. Parce que, Monsieur Didier, j'étais triste hein, en 2020 quand je suis descendu à Kinshasa. J'avais un dossier qui me disait que non, vous n'êtes même plus propriétaire de vos minerais. Parce que même si on dit que les ressources premières de notre pays, c'est avec ce que nous pouvons récolter des minerais, mais on oublie de dire que le pays là est en embargo au niveau de ces minerais-là. La RDC n'avait plus le droit de vendre ses propres minerais. Et moi, j'ai ce dossier-là. Je l'ai amené à Kinshasa, je me suis dit, on a un problème sérieux. Et à ma grande surprise, les mêmes personnes qui organisent les hold-up sur le plan des ventes de nos minerais, eh bien, l'usine, au lieu que l'usine de traitement, par exemple, du coltan, que ça soit au moins construite en RDC pour qu'on voit d'où viennent nos ressources à partir de nos minerais, mais non, la Gécamine s'amuse d'affluer les caisses du Rwanda. Aujourd'hui, le budget prévisionnel du Rwanda est d'à peu près plus de 800 milliards attendus à cause de la vente de nos minerais. Comment ils peuvent expliquer qu'un pays comme le Rwanda soit aujourd'hui le premier producteur de l'or, alors que sur son sous-sol, il n'y a pas du tout d'or? Donc, nous, politiquement par là, moi, je me dis, nous avons des politiques organisateurs du hold-up économique de notre pays. Merci, Madame Bintou. Nous allons vers Jean-Léon. Je demanderai à chacun de vous d'utiliser au moins un chrono pour que nous puissions bénéficier de commentaires de chacun sur ces plateaux. Jean-Léon, qu'est-ce que vous nous avez fait en RDC? Bon, la question, la réponse est claire. C'est la politique de gestion de monsieur Kabila, donc avec une philosophie de copinage, donc qui a mis en mal le pays. Pourquoi? Puisque avec son groupe, caractérisé d'un clientélisme inédit, et essayer de tout gérer à la présidence sans faire recours aux experts ou encore aux maisons de bureaux de consultation éparpillées un peu dans le monde, notamment en Amérique du Sud ou encore en Asie, pour essayer de diriger le pays dans la perspective des États modernes où les expertises donnent
ont pignon sur rue et sur lesquels vous allez vous appuyer pour prendre des décisions notables, notamment les experts qui maîtrisent les marchés internationaux, ceux qui maîtrisent comment les choses se font au niveau des bourses et consorts. Et donc, il n'a pas utilisé tout ça. Je me rappelle encore, j'étais au pays, lorsque la MONUSCO, à l'époque, au début, a essayé de voir ces dérapages, a essayé d'interpeller le président pour qu'il règne la transparence. Bref, tout ceci a été généré par le manque de transparence de la gestion du pays, caractérisé par un clonage ou encore des ambiguïtés telles que et la corruption, bien entendu. Donc, on devait donner des comment on appelle ça, des commissions au président, tantôt à celui-là, pour que tel pays, tel marché soit attribué. Aucune attribution de ces jugements-là n'a été faite selon la règle. Et tout se faisait dans une opacité telle que le plus offrant obtenait le terrain, et puis sans pour autant tenir en compte la teneur des minéraux qui se trouvaient là. On pouvait donner librement les terrains qui pouvaient détenir 100 milliards de dollars, 150 milliards de dollars à quelqu'un au prix de seulement 500 millions de dollars, puisqu'il a donné ceci, cela. Tantôt, il aurait donné au président, tantôt à cela. Donc, c'était le clientélisme là qui a fait perdre. Et donc, déjà, d'entrée de jeu, la manière dont ces passations de marché ont été faites est déjà illégale. Donc, tout n'est pas perdu. On peut encore revenir et gagner des procès par rapport à tous ces détenteurs de terrain qui ont les acquis dans des conditions opaques et illégales. Donc, bref, ce sont les politiques, les mauvaises politiques et leurs mauvais choix, qui ont pratiquement bradé les ressources du pays jusqu'à ce niveau-là. Mauvaise politique. Je m'en vais vers notre avocat. Maître Tim, ma question est celle-ci. J'aimerais que vous compreniez bien ma question, Maître Tim. Que dit la loi sur les sols, les sous-sols et les ciels de la RDC? La Constitution nous dit quoi? Votre micro, Maître Tim. Merci beaucoup, monsieur le sénateur. Je pense que la question est vraiment pertinente, mais souffrez que vous puissiez m'accorder quelques minutes pour que je puisse essayer un peu de développer l'idée là-dessus pour que tout le monde puisse comprendre. En fait, d'abord, pour répondre à votre question, c'est qu'il y a l'article 9 de la Constitution qui dit que le sol et le sous-sol, ainsi que la mer orientale, donc, sont la propriété de l'État congolais. Et puis, il y a l'article 53 de la loi du 20 juillet 1973, telle que modifiée aujourd'hui, qui organise ou qui confirme la propriété de l'État congolais sur les sols et les sous-sols. Donc, cet article-là dit que le sol est la propriété exclusive, inaliénable et imprescriptible de l'État. Donc, au regard de cela, je veux dire que les minéraux du Congo n'ont pas été, disons, le sous-sol du Congo n'a pas été vendu. Parce que le sous-sol du Congo, c'est un bien qui appartient à l'État. Donc, ceci m'amène à poser la question de savoir quel est le régime juridique des titres miniers. Parce que toutes ces entreprises qui exploitent les minéraux au Congo les font sur la base des permis de recherche d'abord et puis des permis d'exploitation. Donc, ces permis d'exploitation, quelle est sa valeur juridique? Le permis d'exploitation est un contrat signé entre la République démocratique du Congo et une entreprise minière, ou bien c'est un acte administratif unilatéral. Donc, en droit administratif, les titres miniers que l'État congolais délivre aux entreprises, ce sont des actes administratifs unilatéraux. Tout celui qui a étudié les droits administratifs peut s'interroger, peut vérifier pour savoir qu'est-ce que cela signifie. À la différence du contrat,
Les contrats donnent des droits et des obligations à chaque partie. Chacun des parties signe pour que les choses, pour se mettre d'accord sur certaines des choses. Mais dans le cadre des contrats miniers, ce sont des actes administratifs que l'État délivre aux entreprises minières sur la base d'un certain nombre de cahiers de charges pour dire voilà, nous avons des moyens, voilà comment nous voulons exploiter, voilà comment nous allons faire. C'est sur base de cela que ces entreprises exploitent les minéraux au Congo. Ce qui revient à dire que demain ou aujourd'hui, l'État congolais peut revenir sur ces actes-là. Il peut les révoquer sur la base de l'intérêt général. Donc, à partir du moment où l'intérêt général est menacé par ces contrats, par ces actes-là, administratifs unilatéraux, ils peuvent être résiliés. Alors, mais aujourd'hui, vous savez que même s'il s'agit d'un acte administratif unilatéral, à partir du moment où la personne ou l'entreprise a investi, il faut indemniser si la résiliation a un caractère fautif. Alors, absolument. J'aimerais revenir sur une chose. D'abord, il n'y a pas eu de marché public pour l'attribution de contrats miniers. Il n'y en a pas. Donc, l'État congolais n'a pas... En fait, il y a eu des contrats qui ont été signés. Nous allons y revenir sur l'appel de joint venture entre la GECAMIN et certaines entreprises. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, pour avoir participé à la rédaction du Code minier de 2002, je vais vous partager une expérience. L'État congolais sortait d'une période de crise où la Banque mondiale, le Fonds monétaire international avaient fait bloc pour empêcher que les bailleurs de fonds puissent aider la RDC. Alors tout cela a été fait pour montrer à la RDC qu'ils n'avaient pas les moyens de pouvoir relever leur secteur minier. Aussi, ils ont invoqué un autre élément en disant que nous ne voulons pas nous associer avec l'État congolais parce que à chaque fois qu'on s'est associé avec l'État congolais ne payait pas la contrepartie de son engagement dans la convention. Donc il faudrait maintenant que vous puissiez réviser le code minier pour permettre aux entreprises d'avoir le droit d'exploiter sans être dérangées, que ces droits-là soient garantis. Donc, c'est dans cet esprit-là qu'on a mis en place le code minier qui permet aux entreprises d'avoir les permis de recherche, les permis d'exploitation de façon transparente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir du moment où vous montez un dossier, vous le déposez, si votre plan de financement est bon, si votre plan d'aménagement sur le plan qu'on appelle le plan environnemental est bon, si on vérifie que vous avez les capacités techniques et financières pour exploiter les minéraux, à ce moment-là, on vous donne les permis que vous recherchez dès lors que ce permis-là n'a pas été attribué à une autre entreprise. Alors, ce qui fait que l'État congolais, en ce moment-là, a commis l'erreur de se mettre tout simplement dans la posture de la régulation. C'est-à-dire quoi? De se mettre seulement dans la posture de l'État qui pose seulement les règles et qui attend des entreprises les impôts, les taxes et les redevances. Alors que l'État congolais pouvait exploiter au même titre que les privés, comme on le faisait par le passé avec la GECAMIN. Donc, du coup, l'État congolais a ouvert son patrimoine aux entreprises extérieures qui sont venues, qui ont sollicité des permis en bonne et due forme et qui les ont obtenus. Malheureusement, l'État congolais n'a pas eu assez d'argent parce qu'ils ont mis en place, sur la base, avec l'incitation des partenaires de la Banque mondiale, ils ont mis en place des exonérations qui sont inacceptables, incroyables. Vous savez, l'entreprise va exporter des matériels, mais ces matériels, ils payent à l'État congolais que 0,2% de sa valeur, sur le plan de la douane. Donc, ce qui signifie que l'État congolais a connu un manque à donner qui est vraiment incroyable. Ça, deuxièmement, par rapport à ce que dit M. Yuma, les entreprises sont venues avec des dettes, avec des prêts, avec des crédits, tout ça. Mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Lorsque vous avez à financer une opération qui doit vous coûter 150, 200 millions de dollars, en tout cas, aucune entreprise n'a cet argent-là dans ses coffres forts. Sauf aujourd'hui, les grandes entreprises qui ont volé l'argent au Congo peuvent en avoir. Mais dans son temps, à l'époque, ces entreprises-là venaient à l'extérieur ici, sur la base du permis d'exploitation qu'ils ont au Congo.
Parce qu'avant d'avoir les permis d'exploitation, vous devez démontrer que vous avez trouvé un gisement qui est exploitable, qui est économiquement exploitable. Vous devez déterminer la quantité, à peu près en tout cas, des minéraux qu'il y a là, ainsi que sa teneur, sa valeur économique. Donc, à partir du moment où vous avez cette description, ces rapports techniques ainsi que les permis, ces entreprises-là venaient auprès des banques ici en Occident pour obtenir des prêts auprès des banques pour aller au Congo investir. Et le code minier prévoyait que ces entreprises avaient le droit d'ouvrir un compte extérieur, donc par exemple en France ou en Grande-Bretagne, et un autre compte correspondant au Congo. Lorsqu'ils vont faire l'exportation des minéraux, une partie d'argent de l'entreprise était autorisée de loger une partie d'argent sur leur compte à l'étranger pour pouvoir rembourser les prêts qu'ils avaient contractés pour pouvoir investir au Congo. Alors, quant à dire que le Congo n'a pas gagné l'argent parce que l'argent a été emprunté, c'est faux. L'État congolais pouvait aussi emprunter de la même manière que le faisaient ces entreprises-là. À partir du moment où parce que le Congo avait le patrimoine, la GECAMI avait des périmètres miniers qui étaient déjà explorés, dont la valeur sur le plan de la géologie était connue. Mais l'État congolais n'a pas voulu faire ça. L'État congolais s'est contenté d'obtenir des redevances, d'obtenir des miettes en fait. Des miettes. Et avec ça, l'inconvénient c'est quoi? C'est que quand vous cédez l'exploitation des minéraux à un privé, l'argent, les bénéfices sont cachés dans plusieurs dépenses. Dans quoi? Dans le transport de matériel, on surfacture. Dans l'achat de matériel, on surfacture. Et puis, quand ils envoient à l'extérieur l'argent, ces minéraux-là, il n'y a aucun Congolais qui est là-bas. Ils vendent, ils vous déclarent. Et comme notre système fiscal est fait sur, c'est un système qui s'appelle un système déclaratif, donc on tient compte simplement de la bonne foi de ce que la personne déclare. À ce moment-là, vous ne pouvez pas. C'est la même chose aujourd'hui avec la Chine. Nous sommes en train d'envoyer des minéraux en Chine, des cargaisons, des tonnes de minéraux. Mais qui en connaît la valeur au Congo? Même les terres rares, même les escories, donc ce qu'on appelle les restes miniers. Quand vous avez exploité, vous avez enlevé ce qui est, par exemple, le cobalt. Maintenant, il y a des déchets. Mais ces déchets-là, aujourd'hui, la Chine l'emporte. Mais qui connaît la valeur de tout ça? Et quand on va signer des contrats au Congo chez nous, qui va associer les spécialistes? On ne vous associe pas. Parce que le président Katangé, il travaille avec ses frères Katangé. Aujourd'hui, Tshisekedi travaille avec ses frères Balouba. Moi, j'ai écrit un livre de droit minier. Est-ce que dans le cabinet du président, ces livres, ils l'ont déjà lu? Est-ce que quelqu'un les connaît? Je ne crois pas. Parce que je ne parle pas de Tchoulouba, personne ne peut t'associer. Alors qu'on peut leur donner ne fût-ce que des conseils. Vous voyez? Donc, les pays, aujourd'hui, M. Yuma est mal placé pour venir parler. Parce qu'après avoir fait ce qu'ils ont fait, il est resté, je m'excuse, il est resté. Je ne vous entends pas. Essayez de chuter, Maître Tim. Vous avez une minute. Oui. En tout cas. Pour chuter, je vais dire qu'aujourd'hui, l'État congolais, s'il y a des difficultés au plan budgétaire, s'il y a faillite, c'est tout à fait prévisible. Pourquoi? Parce que malgré l'existence de la Covid sur le plan international, le commerce continue. Mais le Congo va vendre quoi? Le Congo n'a rien à vendre parce que les minéraux, ce n'est pas le Congo qui l'exploite. Ce sont les entreprises étrangères. Et les entreprises étrangères, étant donné que sur le marché mondial, les cours sont en baisse, et ils ont arrêté l'exploitation. Ils ont arrêté l'exportation. Et quand ils arrêtent l'exportation, l'État congolais n'a rien. C'est pour cela, dans le livre sur les droits miniers, je propose que l'État congolais puisse reprendre, puisse modifier en fait la politique, que l'État congolais puisse reprendre, puisse mettre en place ce qu'on appelle une banque d'investissement pour avoir la possibilité de donner des prêts aux citoyens congolais à taux zéro pour qu'ils investissent non seulement dans la sous-traitance, mais dans l'exploitation minière. Et que l'État congolais aussi lui-même crée vraiment des entreprises parce que quand lui-même est dedans, comme aujourd'hui les pays pétroliers, les pays du Moyen-Orient qui exploitent le pétrole, parce que c'est eux-mêmes qui sont les propriétaires des outils de production du pétrole. Même quand il y a baisse de production, quand il y a baisse des cours du pétrole, ils continuent à produire, à vendre quand même pour avoir des devises, pour faire fonctionner les économies. Mais les Congos ne peuvent rien vendre à l'extérieur parce que ce n'est pas les Congos qui exploitent. Donc c'est pour ça qu'on doit changer notre politique.
Voilà, à ce niveau-là, ce que je peux dire. Merci, Maître Tim. Nous allons à Kinshasa vers JP. Notre économiste, Monsieur JP, vous avez entendu ce que Maître a défini pour les sols, les sous-sols, les mers et les forêts de la RDC. Et tant qu'économiste, qu'est-ce que vous avez coopéré avec les politiciens pour nous mettre dans les pétrins que nous sommes aujourd'hui? Monsieur JP, nous allons revenir vers Monsieur JP tout à l'heure, dès qu'il a la connexion, je crois. Toussaint Toupi, économiste. Il est là, Monsieur Toupi, Monsieur JP. Ah, je confonds maintenant les noms. Monsieur JP, vous avez compris, les sous-sols, les sols, les mers, les forêts de la RDC appartiennent à l'État. Mais qu'est-ce que vous avez fait? J'ai un problème au niveau de la régie. Monsieur Toussaint, si tu peux répondre à la question, les sous-sols, les sols, les mers et les forêts appartiennent à l'État. Mais nous avons un sérieux problème au Congo. Qu'est-ce qui se passe, notre économiste? Alors, merci beaucoup, M. Didier Mbondo. D'entrée de jeu, il faudra rappeler, parce que le terme faillite, ce n'est pas un terme qu'on peut laisser passer comme ça. Il faudra que les téléspectateurs, enfin les internautes comprennent que notre pays n'est pas encore en faillite. Hein? Et les économistes aujourd'hui, au niveau mondial, n'ont jamais déterminé le seuil à laquelle un pays est en fait en faillite. Ça, c'est juste une parenthèse. Parce que vous avez même aujourd'hui les pays les plus endettés du monde. Hein? C'est le Japon, mais qui n'est pas toujours en faillite. Parce qu'il a une capacité de rembourser ses dettes malgré la lourde dette qu'il a dans le cadre de son économie. Maintenant, par rapport à votre question, M. Didier Mbondo, j'ai bien suivi l'intervention de l'avocat tout à l'heure. Il reste dans les classiques, c'est-à-dire dans le droit. Ça, c'est la règle. C'est ce qu'on doit faire. Mais effectivement, il y a un côté politique. Hein? Il y a un côté politique qu'on a évoqué qui a caractérisé tout ce que M. Yuma a dit. Effectivement, le sol, certes, il appartient aux Congolais. Mais les Congolais sont dirigés, ils sont représentés. C'est pas pour rien que nous appelons le président de la République le premier citoyen du pays. C'est-à-dire que par lui, il pose des actes. Et des actes politiques qui engagent toute la République, qui nous engagent tous. Effectivement, cette histoire a un caractère politique parce que, vous savez, pendant Mobutu, le secteur minier n'était pas libéralisé. Et quand Kabila le père est arrivé, et d'ailleurs, c'est l'une il faut toujours le rappeler, l'une des raisons pour laquelle Mobutu a connu cette guerre. Hein, c'est pour cette raison que Mobutu a été chassé du pouvoir, parce qu'il ne voulait pas effectivement libéraliser le secteur minier. Et quand Kabila est arrivé au pouvoir, pareil, Kabila les perd. Hein, les plans étaient que donc, dès que tu arrives au pouvoir, il faut faire des choses comme souhaitait la communauté internationale, notamment la FMI, le FMI plutôt, la Banque mondiale. Mais on arrive à une situation où il fallait également assassiner Laurent Désiré Kabila. Il n'y a pas d'autre raison. Et quand on les tue, on va choisir un bourgin, excusez-moi les termes, un innocent qu'on va placer à la tête de la République. Pourquoi? Parce qu'il voulait avoir quelqu'un qui pouvait facilement manipuler. Et donc, Kabila était là, tout jeune, un forestier qui arrive à Kinshasa, qui apprend des mots magiques qui s'appellent code minier, contrat, tout ça. Kabila va signer. Il va s'en foutre. Il va libéraliser le secteur. Et donc, du coup, les mêmes FMI, et moi j'aimais la sincérité, même si elle est suicidaire de Yuma, de dire effectivement que nous avons commis une erreur fatale. Oui, cette erreur, pas une erreur parce qu'ils ont signé en termes de manière consciente, parce que Yuma n'a pas la capacité intellectuelle qui est aguerri, qui a un profil, qui a une expérience. Et tout autour de Kabila, il y avait des gens, mais la donne politique primaire, il fallait signer, il fallait libéraliser.
Et donc, comme tous les politiciens, c'était une occasion de se faire de l'argent. D'où ils ont bradé. Et donc, comme nous ne sommes pas toujours intelligents, parce que là, c'est un domaine de, enfin, ce qu'on appelle en France l'intelligence économique, bon, on va chercher n'importe qui. Monsieur Dan Belter, Dan, je ne sais pas comment il s'appelle en question, va débarquer. Il n'est qu'un commissionnaire. Il n'est qu'un commissionnaire. Ce n'est pas lui le vrai exploitant. Il va vendre du rêve aux Congolais, voir en place, et finalement, on va brader la République. On va brader les soldes de la République. Et ça, c'est un élément très, très dégoûtant aujourd'hui. Et vous savez, même si Maître dit qu'il y a des moyens juridiques afin de s'en libérer, certes, mais ce n'est pas facile. Vous savez pourquoi il y a la guerre à l'Est aujourd'hui? Pourquoi il y a 10 millions de Congolais qui sont morts? C'est à cause de tout ça. Parce que ceux qui gagnent, ceux qui ont gagné les marchés, ce sont eux qui ont la puissance mondiale, qui ont la puissance financière. Et Dan Gelter, en tant qu'un spécialiste en tant qu'un vrai escroc, ben, il est allé choisir les grandes banques, les grandes puissances financières. Et ce sont eux qui font la loi. Donc, vous n'allez pas dire aujourd'hui, écoutez, nous rompons parce que c'est l'intérêt général, mais vous aurez la guerre. Le président qui dira comme ça, il partira. Félix le sait très bien. Moi, je pense qu'il y a une autre méthode. Et on va y arriver, enfin, on va le rappeler pendant nos conclusions, parce que c'est un dossier qui est aujourd'hui sensible. Mais si je peux dire un mot, je peux emprunter ces mots auprès d'une dame aujourd'hui qui a un grand chercheur, enfin une chercheuse, on peut dire comme ça, une prof d'une grande université française, qui lui considère ces gouvernements de la kakistocratie, kakistocratie comme kaki. Donc, nous sommes caractérisés par la kakistocratie, c'est-à-dire un gouvernement des médiocres. Et c'est vrai, on prend un médiocre, on le met comme chef de l'État, et les médiocres est entouré de médiocres, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas la probité morale et qui n'ont pas également l'expérience, qui n'ont pas des capacités intellectuelles pour essayer une fuite de déjouer l'intelligence occidentale. Parce qu'on n'avait pas de choix. Il y avait une pression. On a chassé Mobutu, on a tué Kabila, et celui qui arrivait au pouvoir devait céder. Oui, on pouvait céder, mais céder intelligemment. J'ai suivi le conseiller de Félix qui disait, oui, et puis il a raison, on pouvait négocier, c'est-à-dire pas négocier avec des corps, mais négocier avec les exploitants. C'est comme si vous vendez du pétrole, et vous, au lieu de vendre directement à Total, vous négociez, vous vendez à un commissionnaire, et ce commissionnaire va vendre à Total. Vous voyez? Et c'est ça la bestialité, et c'est ça l'idiotie. Bref, M. Imbondo, il faut dire que c'est une situation qui est très sensible, certes, mais qui demande de l'intelligence pour que l'on puisse en sortir. Merci Toussaint, ça demande de l'intelligence. Nous allons vers le représentant de Martin Fayulu. Que pense les idées de Martin Fayulu pour que nous puissions nous en sortir de cette situation? Nous allons commencer maintenant à donner quelques pistes, quelques lumières pour que nous puissions chuter aussi vers la fin de l'émission. Que pensent les idées? Après, nous irons à Kinshasa tout à l'heure. Je vois M. Djipi qui est revenu, l'économiste et banquier. Merci beaucoup, M. Imbondo. J'ai bien suivi les amis. Ce qui est dommage, je vais peut-être ajouter ce que venait de dire mon ami l'économiste tout à l'heure là. Ce qui est dommage, le Congo a eu un très mauvais départ. C'est-à-dire pas un très mauvais départ. La question du Congo à l'indépendance à ce jour, le Congo est dirigé par les gens qui n'ont jamais été préparés à l'accession à la magistrature suprême. Nous partons de Joseph Kabourou à l'actuel. Tous sont venus parachuter comme ça, sans parcours ni les objectifs à atteindre. Donc, c'est-à-dire que le Congo avait comme ça vu, on nous met un leadership faible au sommet de l'État pour qu'on n'applique pas ce que Maître venait de dire là. Il y a tout est écrit, il manque seulement les applications et un leadership fort pour appliquer tout ce qui est écrit, tout ce qui est expliqué là.
Donc, le jour où le Congo, où mon pays, y aurait à la tête de pays, quelqu'un qui a un parcours, quelqu'un qui est avec un objectif bien déterminé, le Congo va décoller. J'ai suivi madame tout à l'heure, là, j'ai oublié le nom. Madame dit que non, il y a eu des ordres d'op. Madame Bintou, Madame Bintou milite dans un parti qui a fait tous les 13 ans et 18 ans à Kabila, à côté de Bitakuya qui était avec Kabila. Kabila, le parti de Madame Bintou va à l'Union sacrée. Alors là, pour faire la continuité, pour continuer à faire la même chose, c'est ce qui est décevant et triste pour notre pays. Tout est écrit, il manque des gens avec les objectifs pour amener comme on dit dans notre hymne national, un jour qu'on va relever le front du temps courbé, avec les systèmes comme ça, avec les gens sans parcours, on ne va pas arriver à relever un jour nos fronts, le temps courbé. Donc, pour conclure, pour ne pas monopoliser, moi je pense qu'il faut arriver un jour pour que, même si, comme disait le pasteur Ekofo, même va nous demander qu'avez-vous fait de vos terres, qu'avez-vous fait de tout ce que je vous ai donné. Et parce qu'il y a eu des hommes incapables de gérer ce que Dieu nous a donné. Pour arriver à bien diriger le Congo, il faut des hommes capables, formés, avec des objectifs, avec un parcours pour arriver à être au sommet de l'État, avec un leadership fort, pour arriver à punir ce qu'il faut punir, à mettre les gens qu'il faut, pas mettre les amis, pas mettre tous les gens tout le jour à côté. L'État, on ne va pas sortir du Congo, nous sommes encore trop loin avec le système de la continuité de Kabylie aujourd'hui au sommet du pays. Merci, M. Bruno. Notre ami de l'ESID, le représentant de Martin Fayulu en Suisse. Nous allons à Kinshasa. M. JP, vous avez écouté les uns les autres. Que pensez-vous de la définition donnée par Maître Timothée Tim? D'accord, effectivement, Maître Timothée est allé encore plus loin. Je n'ai pas eu l'occasion justement d'écouter encore de façon plus longue justement à cause des aléas du direct, vous connaissez très bien. Je suis à Kinshasa, je ne suis pas comme vous à la diaspora. Il y a des aléas qu'on ne maîtrise pas justement sur le numérique, bien entendu. Alors, vous savez, le secteur minier aujourd'hui, Maître Tim l'a si bien dit, ça représente effectivement 95% de l'économie, de recettes d'exportation de l'économie congolaise, ce qui est tout à fait aberrant. On ne peut plus vivre comme ça. Or, on devait normalement commencer déjà à diversifier effectivement notre économie congolaise. On ne veut pas rester justement de cette manière-là. Alors, de plus en plus, on est en train de parler justement d'une transition ou des voies militent justement pour une transition vers une économie écologique. Maître Tim a justement soulevé le point que j'avais déjà épinglé justement sur la création justement des banques d'investissement. Vous savez que le pays manque justement des banques d'investissement, de banques d'habitat. On est de plus en plus, le Congolais recourt de plus en plus justement aux banques commerciales ici. Or, les banques commerciales, vous savez très bien, nous sommes dans un marché bancaire où il est à court terme, à moins de 12 mois. Donc, et les prêts justement bancaires sont libellés en monnaie étrangère où les taux d'intérêt sont excessivement élevés. Ce qui fait effectivement que beaucoup de gens ne peuvent pas accéder facilement au crédit pour pouvoir booster l'économie congolaise. Alors, partant de cela, la diversification de l'économie congolaise reste justement l'une des solutions. Elle passe par plusieurs points, notamment, comme Mme Bito l'a si bien justement, en termes aussi de nos minéraux. Comment se fait-il que nos minéraux ici, nous, aussi au Congo, pour même les exploiter ou pour même les traiter, il faut les traiter à l'étranger. C'est tout à fait aberrant, on n'apprécie pas ce genre de choses. Alors, partons justement là où j'apporte une petite nuance où je ne partage pas le même avis avec M. Tim. C'est justement sur la question du bradage de nos minéraux. L'architecture financière justement qui a été mise justement en place par rapport aux mines, tout ça, c'est du bradage. Je suis désolé, c'est hypothéquer justement nos minéraux à X temps. Ça veut dire hypothéquer nos minéraux, c'est hypothéquer nos projections. Parce que j'ai dit tout à l'heure que notre économie est basée essentiellement sur ces minéraux. Et encore faut-il que c'est une économie extravertie, tournée essentiellement vers l'extérieur. Alors, faire justement ça, c'est aussi du bradage, mais aussi hypothéquer l'avenir justement de millions de Congolais. Alors, on ne connaît pas justement aussi la qualité de toutes ces entreprises. Bon nombre de ces entreprises-là, justement, peut-être n'ont pas une bonne signature, justement, ou peut-être ces entreprises se retrouvent justement dans des paradis fiscaux. Ce sont des grandes questions sur lesquelles nous devons nous poser et que je pense qu'on devait revenir
selon moi, bien entendu, à ces contrats-là, les renégocier autrement au profit justement de l'économie congolaise et de toute la population congolaise. Je rappelle à chacun de nous sur ce plateau que M. Djipi est le secrétaire général du parti cher à M. Bitakwira. Que pense M. Justin Bitakwira, M. Djipi, sur ces points? Oui, il partage le même avis que nous, c'est le même avis de notre parti, justement. C'est de la renégociation, justement, de ces contrats. Aujourd'hui, effectivement, tout est sorti, justement, sur la toile. Mais quand ces contrats étaient négociés, pourquoi les partis essentiels, comme l'a dit Maître, n'étaient pas associés, justement, à l'élaboration de ces contrats-là? Pourquoi les appels d'offres, justement, avec des entreprises sérieuses, des sociétés sérieuses, connues à travers le monde, ou cotées même dans la bourse, pourquoi elles n'ont pas été mises? Que, justement, lorsque ça capote, justement, qu'on ramène ça sur la place publique. C'est aberrant. Comme je vous ai dit tout à l'heure, la majorité de ces entreprises-là ne sont nullement, ou ce sont des entreprises miroirs pour lesquelles d'autres ne sont pas cotées en bourse. Et ils évoluent justement dans les paradis fiscaux. Nous savons comment est-ce que le monde actuel sont en train de lutter justement contre ces paradis fiscaux. C'est un grand combat justement pour tous les décideurs du monde. Alors, pour moi, et c'est même la conviction que nous avons, et c'est même la parole que nous avons au niveau de l'ARSEN, mais aussi au niveau de mon président national, c'est la révisitation de tous ces contrats-là. Voilà, je m'en vais vers Mama Bintou. Mama Bintou, il y a une question qui me vient à l'esprit. M. Bitakwira a travaillé pendant de longues années, comme a dit M. Bruno de SID, avec M. Kabila. Pendant que M. Kabila faisait ses transactions et signait ses contrats, M. Bitakwira était avec lui. Et comment est-ce qu'il s'est rétracté maintenant? Il a voulu changer des vestes pour pouvoir renégocier ses contrats. Merci pour cette belle et bonne question parce que moi, je ne fais pas la politique pour faire des affrontements de personne à personne. C'est vraiment, je dirais, c'est de la bassesse d'esprit. Hein. Je fais la politique par rapport à une idéologie que l'on retrouve dans un parti politique. Comme l'a bien souligné le nom de notre parti politique, ARSEN, c'est l'Alliance pour la République, hein, vers une conscience nationale. Donc, ça dit tout. C'est pas parce que Bitakwira, en tant que personne, a eu un parcours politique, que d'ailleurs je salue parce qu'il a toujours été l'homme qui ose dire non quand ça ne va pas. Et c'est pour cela que je l'ai suivi pour cette année 2020. Je n'ai pas été avec lui quand il était avec les gens du FCC, mais comme il croit à l'unité et à la diversité, et comme il croit aussi qu'on ne peut pas faire la politique de la chaise vide, c'est un homme audacieux qui a toujours pensé qu'il faut être à des bons endroits, à des endroits de prise de décision pour pouvoir apporter sa pierre de contribution quand il faut redresser ces pays. Cet homme courageux-là, je ne peux pas le blâmer uniquement parce qu'il a dû faire un parcours. Tout le monde a un parcours, tout le monde perfectionne son parcours. Il a été dans l'UDPS. Les gens oublient qu'il a commencé dans l'UDPS. Il est parti. Il a toujours eu l'audace de dire non quand il faut dire non. Et je veux encore revenir sur son courage dernièrement, qui a pu mettre à jour que tous aujourd'hui, toutes les personnalités, soi-disant des bonnes parties plus que nous, sont quand même arrivés à comprendre la problématique de la balkanisation de notre territoire ou province du Kivu à travers son dire franc et audacieux. Pourquoi les autres se taisent, même si vous avez des bonnes soi-disant parties? Moi, je préfère suivre quelqu'un qui est audacieux comme lui, qui ose mettre les mots quand il faut et qui ose dire la vérité. Déjà dans le FCC, il vous avait déjà averti. Moi, c'est ce qui m'avait attiré dans cet homme. Il avait déjà dit à l'état même du FCC que nous étions encerclés. Personne n'a compris son message. Pour moi, Bitakwira aujourd'hui, c'est le prophète de son temps. Il fait son parcours comme il l'a fait, mais en tout cas, l'ARSEN n'a jamais accompagné un hold-up. Jamais, jamais, jamais. L'FCC a ses bêtises, tous les autres partis ont ses bêtises, mais l'ARSEN, c'est un nouveau parti de papa. On n'est pas mouillé dans des bêtises du passé.
On n'est pas mouillé dans les bêtises du passé. Nous allons maintenant chuter dans les conclusions. Chacun de nous sur ce plateau va devoir... je donnerai la parole à Jean-Léon tout à l'heure. C'est toi qui vas commencer pour chuter vers la conclusion. Que chacun donne des pistes, des solutions. Que doit-on faire maintenant pour que nous puissions revenir à ces quotas ou bien à ces pourcentages qu'avait utilisé Mobutu, 60 pour la RDC ou 30 pour les étrangers. Je commence par Jean-Léon. Tu as 3 minutes, Jean-Léon, s'il te plaît. Condense bien tes idées. Bon, je crois que vous me posez la question par rapport aux solutions apportées. En termes de solutions, je crois qu'il faut d'abord comprendre qu'il n'est pas trop tard pour bien faire. C'est-à-dire l'article 56 de la Constitution, qui dit ceci: tout acte, tout accord, toute convention, tout arrangement ou tout autre fait qui a pour conséquence de priver la nation et les personnes physiques ou morales de tout ou partie de leurs propres moyens d'existence tirés de leurs ressources ou de leurs richesses naturelles sans préjudice des dispositions internationales sur les crimes économiques et érigé en infraction de pillage puni par la loi. Et l'article 57 dit encore les actes visés à l'article précédent, c'est-à-dire 57, ici 56 qu'on vient de lire, ainsi que leurs tentatives, quelles qu'en soient les modalités, qui sont le fait d'une personne investie d'autorité publique, sont punis comme infraction de haute trahison. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? C'est-à-dire que s'il faut, moi je ne proposerai pas qu'on tâche, pour faire revenir le pays dans ses droits, qu'on emprunte une voie politique, puisqu'on n'a pas tellement le poids sur le plancher international pour peser. Et la meilleure façon à faire, c'est la voie juridique, c'est-à-dire les droits de notre pays punissent la façon dont ces contrats et autres cessations des jugements ont été faites dans la perspective de mettre à mal le pays. Donc partant de ça, nos cours et tribunaux, le juge, le Parlement peuvent déjà s'occuper de cela pour que nous ayons un langage juridique à tenir face non seulement à ces tenanciers de ces compagnies qui ont des ramifications au niveau international aussi. Je sais que les puissances viendront pour mettre pression à nos gouvernements, mais qui n'auront qu'à brandir les rapports ou encore les rapports de force juridique. Donc nous devons, si nous engageons le terrain sur ces points-là, nous pouvons avoir gain de cause à renverser la tempête pour que le pays rentre dans ses droits. Mais aussi, il faudrait, pour y arriver, on a besoin de l'expertise. Des expertises des gens qui ont de l'expérience, comment le système économique et le marché fonctionnent, pour qu'ils puissent donner des avis et considérations, et aussi comment le système minier fonctionnerait. Donc, on a besoin de tout ça. Donc, on doit mettre de côté l'esprit de copinage des frères et consorts, puisque ça n'a pas à aider le pays. Donc, pour peut-être toucher un peu Madame Bintou, c'est-à-dire qu'à l'époque là, même M. Bitakura, j'étais au pays, n'avait pas accès à M. Kabila. C'était un petit coin, donc, un groupe infime qui avait des décisions, qui ne connaissait que ce qui allait, et pas quelqu'un d'autre, même qui était un FCC ou PPD à l'époque. Donc, on doit mettre fin à toutes ces choses-là. Et je vais aussi dire que pour mener une telle bataille, il faut bien s'armer d'une certaine philosophie et d'une politique contre la corruption, puisque, je vous le dis, ils feront face à la corruption de ces puissances, de ces compagnies, par rapport aux agents de l'État qui seront commis à faire cette mission. Donc, d'où il faut repenser profondément comment le faire et quoi faire pour que nous arrivions à bout. Donc, la bataille n'est pas perdue. Donc, le droit est de notre côté. L'article 56. La bataille n'est pas perdue. La bataille n'est pas perdue. Le droit est de notre côté. Nous allons à Kinshasa. Nous allons à Kinshasa, M. JP. Une piste de solution. Oui, donc, d'accord. Je reviens très rapidement par rapport
à ce que dit monsieur Kalonda, de celui de Sidé. Monsieur Bitakwira, je tiens à le rappeler, c'est un monsieur honnête. Pourquoi je dis monsieur honnête? Je vais justement avec des éléments probants qui sont là et palpables. Le procès 100 jours a été l'élément le plus éloquent, où le monsieur, lorsqu'il est passé, justement, il s'est défendu et tout le monde avait compris qu'effectivement, qu'il était main propre dans cette affaire. Et c'est à partir de lui qu'effectivement, on a compris que le procès, il avait vidé le procès de 100 jours de toute sa substance. Parce que, effectivement, l'autre camp a cité Bitakwira au moins 100 fois, mais sans qu'effectivement Bitakwira ne soit impliqué de long ou de près dans ce dossier. Donc, ça prouve qu'effectivement qu'au Congo, nous restons encore au moins une infime partie des personnes qui restent honnêtes. Ça ne veut pas dire que je le dis parce que je suis dans son parti, mais je vais justement le dire par rapport à la personne et aux éléments qui existent que vous savez bien entendu tous. Alors, pour revenir justement aux quelques pistes de solutions, je vais toujours, et j'insiste bien entendu, sur la révisitation justement des contrats miniers que nous avons établis tout à l'heure là. Comme l'a si bien dit monsieur Tim, c'est que nous avons justement cette difficulté de connaître effectivement l'opacité justement dans laquelle a été signé ce contrat-là. Et j'en prends justement le propos de notre intervenant disant que il y avait un groupe d'individus justement qui, autour du président Kabila, qui négociait ça sans pour autant tenir compte de tous les acteurs possibles au niveau de la chaîne. Et c'est ce qui fait qu'effectivement que nous avons une difficulté in fine justement par rapport à tout ça. Dans la révisitation de contrats, la diversification de notre économie sont des pistes de solutions que nous pouvons justement avoir pour pouvoir avancer. Voilà mon point de vue. La révisitation du contrat. Maître Tim, comme ça, nous allons chuter à la fin vers notre ami Toussaint Toupi, qui a quelques révélations aussi à nous donner au niveau de la forestation. Maître Tim, vous avez la parole. 3 minutes, nous chutons déjà, Maître Tim, s'il vous plaît. 3 minutes, piste de constitution. Merci beaucoup. Alors, ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, si dans la seconde phase de l'exploitation, disons, de la gestion du secteur minier, on est arrivé à faire des marchés avec certaines entreprises dans le cas de joint ventures où on peut parler de contrats, mais la grosse partie du secteur minier est occupée par des entreprises qui les font dans le cadre de permis d'exploitation minière. Et les permis d'exploitation minière, ce sont des titres, des actes administratifs unilatéraux que le ministre des Mines signe. Le ministre des Mines signe tout seul, il vous délivre l'autorisation d'exploiter les minéraux. Si demain, le ministre des Mines trouve que ce minerai là-bas que vous exploitez devient stratégique pour le Congo, il les classe dans le secteur de minerais stratégiques ou pour une raison quelconque, ils peuvent mettre fin à ce permis d'exploitation pour dire qu'on vous a donné le permis parce que vous avez suspendu l'exploitation. Vous n'exploitez plus. L'État congolais ne reçoit plus d'argent, donc on vous retire le permis. Il faut qu'on regarde tous ces éléments-là. Ces éléments-là n'ont pas été faits. Au départ, comme je vous ai dit, il y a eu beaucoup plus d'erreurs que d'intentions de vol. L'intention de vol est venue vers les années 2005, 2007, 2008. Mais au départ, en 2002, toutes les entreprises qui ont obtenu le permis parce qu'ils se sont présentés avec des dossiers. J'étais au Congo, j'étais avocat, j'avais participé à la rédaction du code minier, donc je sais de quoi il s'agit. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que nous devons faire pour revenir aux pistes de solutions? Il faut faire les audits, l'audit du secteur, pour savoir qui fait quoi dans le secteur, qui gère quel minerai, quelle entreprise, quels sont ces titres, pour qu'on sache si ces titres sont réguliers ou pas, et éventuellement essayer de rééquilibrer les choses. Mais il faut tenir compte de ce qu'on appelle, en fait la sécurité juridique, les droits acquis, la tranquillité, comme l'a dit M. Toussaint. Donc, à un moment donné, vous pouvez faire tout ce que vous voulez parce qu'il y a évidemment des risques de guerre, mais un État n'a pas peur de guerre pour pouvoir protéger ses biens. Quand il s'agit de ces biens, quand ces biens ont été vendus de manière frauduleuse, vous pouvez toujours revendiquer, dire que nous ne sommes pas d'accord, ramener l'affaire, on regarde. L'entreprise qui sait qu'il gagne beaucoup d'argent, il renégociera. Et puis vous allez vous retrouver tous pour trouver quelque chose. Donc, deuxième chose, il faut revoir la politique de gestion, la politique minière du Congo, la politique de gestion du secteur. Aujourd'hui, comme je vous ai dit, l'État a croisé les bras. La Gécamine ne fait plus grand-chose.
le Okimo, toutes ces entreprises qu'on avait pratiquement sont devenues presque par terre, privatisées. Il faut que l'État mette en place des moyens, des stratégies pour que l'État soit lui-même l'exploitant du secteur, qui donne l'impulsion, qui devienne le leader, pour que les autres viennent, sachant que l'État lui-même, il connaît les choses, il est vigilant, donc nous ne pouvons pas tromper. Alors, troisièmement, il faut engager les opérations de recherche minière à travers le pays. Le Congo, ce n'est pas seulement les Katanga. Le Congo, ce n'est pas seulement les Kivu. Les minéraux du Congo sont partout, dans les Bandundu, dans les Bas-Congo, dans l'Équateur, partout il y en a. Il faudrait que l'État puisse donner des moyens à la direction des mines pour qu'on puisse étendre les opérations de recherche géologique pour trouver les minéraux. Et enfin, il faudrait qu'on mette fin au tribalisme. Mettons fin au tribalisme pour qu'on puisse utiliser toutes les compétences du pays. Il n'y a pas que les Katanga parce que les Katanga vous a libéré. Il n'y a pas que les Kasaï parce que les Kasaï vous a libéré aujourd'hui le président. Non, qu'on tienne compte du Kwango, qu'on tienne compte du Grand Bandundu, qu'on tienne compte de l'Équateur. On ne peut pas accepter dans un pays que certaines provinces puissent avoir autant de ministres que d'autres provinces n'aient pas de ministres. Donc, c'est une injustice. Maître Tim, nous allons revenir demain. En tout cas, les gens m'ont écrit en privé. Cette émission, ce plateau est intéressant. Nous allons revenir demain. En tout cas, je vous rassure que demain, nous aurons le même plateau avec les mêmes invités. Si vous acceptez de revenir, Monsieur Bruno Kalonda, que pense les idées dans le piste de solutions? Que pense Martin Fayulu? Vous avez 3 minutes, monsieur Bruno. Oui, pour les pistes de solutions, moi je pense, nous à l'ECD, nous avons dit il est temps que nous puissions mettre potable pour qu'on arrive à faire la révisitation des contrats miniers. Il faut qu'on arrive à voir à la tête du pays celui qu'on ne va pas donner les pouvoirs pour protéger ses anciens parrains, comme c'est l'actuel maintenant. Donc, il y a eu la tricherie au sommet de l'État après les élections. On va le voir. Et Kabila prend le pouvoir, il donne à M. Tshisekedi pour que Tshisekedi le protège. Donc, on ne va jamais arriver à visiter le compte parce que Tshisekedi lui-même, il ne va pas fuir dans le passé. Ce qui est préparé déjà, il va protéger celui qui est le pouvoir. C'est bon, nous disons, on doit arriver à mettre toute une table pour qu'on fasse de réformes. Dans le loi électorale, on réforme la CENI, on fait les bonnes élections pour que celui qui va gagner vraiment les élections gagne et va diriger le pays. Si on continue dans le modèle de passation de pouvoir pour venir protéger certaines personnes, le Congo ne sortira jamais du trou là où il est actuellement. Donc, je suis vraiment désolé pour dire aux amis qui soutiennent M. Bitakura que Bitakura partage le résultat de la mauvaise gestion de M. Kabila. Donc, il va partager exactement, aussi, comme il fait partie de l'Union sacrée, partager aussi mêmement les bilans actuels. Donc, si on ne fait pas les réformes, si on ne fait pas de bonnes élections, pour que celui qui va gagner réellement les élections gagne sans contexte, sans que personne soit derrière pour le diriger, on va bien sortir du trou et le Congo va avancer. Merci, M. Bruno Kalonda. Toussaint Toupi, nous terminerons avec notre Maman Bintou qui clôturera pour des propositions. Toussaint Toupi, que pensez-vous? Vous avez, pendant la semaine, nous avons eu une discussion avec vous. Vous m'avez fait une révélation. J'aimerais que ça sorte de votre bouche. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la forestation? Oui, déjà, il faut dire que cette émission a été très importante. On n'a pas vraiment eu le temps de développer des choses. On n'a pas pu expliquer aux internautes comment ça fonctionne vraiment dans le Katanga. Hein, parce que nous avons... demain, M. Toussaint Toupi. Voilà, juste ça, c'est une parenthèse. C'est une parenthèse. Mais alors, par rapport à tout ce que je voulais dire, ce qui se passe maintenant pour les mines, ça se passe également pour les sols congolais. Il y a les vice-présidents américains, les vice-présidents Al Gore, celui qui était le vice-président de Bill Clinton, a publié un livre qui s'appelle Le Futur. Vous pouvez le voir sur. Et dans ce livre, il dit clairement que 50% des terres arables congolaises sont déjà cédées aux étrangers. C'est-à-dire, au moment où nous parlons, vous et moi,
50% des terres congolaises, des terres arables, c'est-à-dire des terres qui sont fertiles, qui conviennent à l'agriculture, sont déjà cédées aux étrangers. Donc, il ne faut pas attendre qu'un autre Yuma vienne pour nous dire des choses. Non, c'est déjà comme ça. Donc, il faut maintenant attirer l'attention de tous les Congolais. Cette histoire ne va pas s'arrêter avec la volonté seule des dirigeants. Il faut que le Congolais se manifeste. Kabila est revenu à Kinshasa, tranquille chez lui à Kingakati, et les Congolais l'observent. Il faut que les Congolais sortent dans toutes les rues du pays et réclament les droits du sol et du sous-sol congolais. Ce n'est qu'avec ça, cette pression-là, qui poussera les dirigeants à aller de l'avant et à vouloir imaginer d'autres choses. Et la deuxième chose, c'est éviter la mauvaise gestion que j'appelle la kakistocratie, dont M. Bitakwira est complice, dont Fayoul également est complice, tous dans le même système, soit dans l'Assemblée nationale, soit en tant que ministre, ainsi de suite. Donc, ces deux choses-là. Et la troisième chose, je voulais dire, il faut un leadership éclairé, un leadership politique, parce que cette question ne peut pas se résoudre par des moyens juridiques. Il faut d'abord des moyens politiques, parce que c'est le nez de la guerre. Ça fait 10 millions de Congolais qui sont morts déjà, et continueront à mourir si nous ne prenons pas des choses en main. Merci, M. Toussaint. Vous avez respecté l'heure, en tout cas. Jean-Léon, je te donne une seconde, Jean-Léon. Je te sens, tu veux parler. Vas-y, Jean-Léon, en tout cas. Une seconde, Jean-Léon. Je vais finir avec Madame Bintou. Je vous appelle Madame Bitangir. Madame Bintou, je finirai avec vous. Jean-Léon. Je voulais juste dire que la plus grande partie du temps qui restait à Kabila, j'étais au pays, j'ai les informations, il a répertorié, c'était de répertorier les carrières miniers, les ceci, cela, pour essayer de trouver le preneur. Donc, ce qui l'intéressait, c'est seulement ça. Donc, c'est que les révélations de M. Toussaint n'est pas c'est une continuité. Donc, il y a les terres arables, la forêt, les pierres, d'autres gisements dont je peux peut-être vous envoyer, qui existent. On verra ça demain, M. Jean-Léon. Okay, nous verrons ça demain. Madame Bintou, vous clôturez quelques pistes de solutions. 3 minutes, nous sommes à la fin. Il est 1h30. En tout cas, Madame Bintou, vous avez 3 minutes. Votre micro, Madame Bintou. Vous n'allez pas nous faire le coup de la fois passée, Madame Bintou. Votre micro. Voilà, c'est bon. Donc, pour nous, vraiment, c'était déjà l'idée de création de la banque d'investissement. Ça, pour attirer les nouveaux investisseurs, qu'on aille vers cette piste-là, pour créer de la richesse à partir des hommes d'affaires nationaux. Et nous avons déjà proposé cette piste-là, mais malheureusement, les petits noyaux qui empêchent que la diaspora puisse être opérationnelle auprès des décideurs locaux a empêché encore que ces projets puissent arriver jusqu'aux oreilles de qui administre et de qui gouverne notre pays. Par rapport à la passivité de toute la population congolaise aujourd'hui, je vais saluer ces enfants de Béni. Parce que sachez que quand vous ne ferez rien, même au niveau biblique, on nous dit que la pierre va s'élever pour la RDC. Que ces politiques qui se tiraillent, tel parti, mais c'est tellement ancien ces histoires-là. Arrêtez de vous battre entre vous. Voyez l'intérêt général de notre pays et mettez-vous ensemble pour ce qui est essentiel. Aujourd'hui, nous sommes à la croisée du chemin de tracer une nouvelle voie de décolonisation économique de notre pays. Ce n'est plus la question des partis, ce n'est plus la question de telle personnalité ou telle personnalité. Il faut aller à l'essentiel, unissons-nous, déjouons les jeux. Tout contrat peut être redouté. Aujourd'hui, comme l'a bien dit notre juriste Tim,
c'est qui que je salue je salue vraiment son aura, parce que qui se sent père de la nation, garant de la paix, et qui tombe dans ces silences opaques, ces silences obscurs même, qui n'a plus de mots. Comment veux-tu diriger un pays, administrer un pays dont tu ne parles même pas quand il est brisé, quand il est offensé, quand il est oppressé, quand il est pillé, quand il est saboté? Donc, nous avons besoin d'une nouvelle classe politique qui va prendre vraiment la RDC comme un étendard de nos survies. Notre seul héritage aujourd'hui, c'est la RDC. Je ne vois pas ce que nous allons discuter, ni dans nos partis, si la RDC aujourd'hui n'est plus un pays. Qui se rappelle aujourd'hui que le Gabon s'appelait Congo français? Donc, toutes vos fiertés dans des vestes, ça peut finir un jour si aujourd'hui on n'a plus de pays. C'était là le mot de la fin avec Maman Bintou. Je souhaiterais aux uns aux autres que nous puissions revenir demain. C'est une invitation. En tout cas, je viens de recevoir et je reçois toujours des messages qui viennent de nos amis qui nous suivent et ils ont demandé à ce que demain nous puissions revenir sur ces plateaux. Si vous êtes d'accord, je m'engage ou je vais demander à la régie et à Dada Stone de revenir sur le plateau demain pour que nous puissions donner les développements de ce qui se passe au niveau du Katanga. Nous avons un délégué au Katanga, il devait intervenir, mais vu que le plateau est tellement rempli de personnalités, nous avions souhaité, nous lui avons demandé d'attendre demain. Il va intervenir demain au niveau du Katanga et nous faire voir les images. Et c'est vraiment, vraiment écœurant de voir que les Chinois sont en train d'occuper la majeure partie de notre territoire. Retenez-le bien. Demain, vous verrez les images avec notre ami au niveau du Katanga. Je vous souhaite aux uns aux autres bonne soirée. C'était le perchoir, le rendez-vous de la connaissance et du savoir. Lorsque vous avez ces deux, vous êtes un homme ou une femme libre. Et je signe les ennemis de l'Afrique, ce sont les Africains.